Bonjour, bonsoir Internet. Et c'est ici avec vous Jean-Gilles Joseph, l'administrateur de la chaîne Organes haïtiano-africain. N'oubliez jamais l'objectif. L'objectif, c'est de marier le destin de l'île d'Haïti avec celui de l'Afrique noire. Et aujourd'hui, dans le désir de marier ce destin, je vais vous présenter une interview historique de la femme de Frantz Fanon en visite en Haïti. Et ce sera louable d'entendre une telle interview. N'hésitez pas de vous asseoir et entendre avec soin cette interview. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager pour pouvoir encourager la chaîne à atteindre l'objectif visé. Merci. Quand un journaliste rencontre un autre journaliste, cela fait des gloses à n'en plus finir. Mais évidemment, dans la profession, on saute sur l'occasion de rencontrer un professionnel et de tirer de lui, disons d'elle, pour être plus précis, toutes les informations possibles, celles qui nous viennent du monde entier. Josie Fanon est journaliste en Tunisie d'abord et ensuite en Algérie, et actuellement journaliste africaine, car elle collabore à Demain l'Afrique. Josie Fanon, votre voyage en Haïti, c'est un voyage professionnel ou un voyage de plaisir ou un voyage officiel? En fait, ça n'est ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre de ces trois choses. Vous savez, quand on est journaliste, par des formations professionnelles, on ne peut pas s'empêcher, chaque fois qu'on est dans un pays étranger, de s'intéresser à tous les aspects de la vie de ce pays, aussi bien les aspects économiques, sociaux que culturels ou politiques. Mais en fait, mon voyage est un voyage tout simple. J'ai des amis en Haïti qui m'ont invité et je suis venue les voir. Je suis en quelque sorte en vacances en Haïti. C'est pas du tout un voyage officiel comme vous le voyez. Plaisir et aussi peut-être curiosité, évidemment. Très certainement. Haïti est un pays passionnant. Alors, en attendant que cette curiosité se concrétise en quelque chose de précis, que nous lirons peut-être dans 6 mois ou dans 1 an dans Demain l'Afrique. Ou peut-être jamais. En attendant, parlons un peu de vous et de votre expérience de journaliste en Tunisie et en Algérie. Vous avez collaboré à quel type d'organes d'information? Bien, c'est déjà une très longue expérience, disons, qui s'étend sur à peu près 25 années. J'ai commencé à faire du journalisme hebdomadaire en Tunisie et de la radio également. Ensuite, en Algérie, à partir de l'indépendance de l'Algérie, j'ai continué dans cette même voie, mais en faisant plus particulièrement du journalisme politique. Je peux dire que je suis spécialisée en politique internationale. J'ai travaillé dans le quotidien national d'information qui s'appelle El Moudjahid, à la radio, dans différentes revues, dont l'hebdomadaire Révolution africaine, qui est l'organe officiel du parti algérien du Front de libération nationale. Il faut savoir qu'en Algérie, la presse est centralisée. C'est une presse de l'État, du gouvernement et du parti. Il n'y a pas de presse indépendante en Algérie. Voilà donc qui situe... Bon, et puis pour terminer, je suis actuellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Paris, collaborant à une nouvelle revue bimensuelle qui s'appelle Demain l'Afrique et qui est faite par une équipe de journalistes africains. À propos, vous êtes africaine, algérienne ou quoi exactement? Effectivement, c'est un peu compliqué. Je suis, par la nationalité, je suis d'origine française. En réalité, mes parents sont d'origine corse, cette petite île qui se trouve dans la Méditerranée. Il y avait un certain Napoléon Bonaparte. Oui, mais Napoléon Bonaparte n'est pas très prisé par les Corses. Considère plutôt comme, peut-être pas réellement un traître, mais quelqu'un qui n'était pas vraiment nationaliste. Bien, donc j'avais à l'origine la nationalité française, mais en 62, j'ai acquis la nationalité algérienne par suite de ma participation et de celle de mon mari à la lutte de libération nationale de l'Algérie. Jusqu'à présent, j'ai cette nationalité. Josie Fanon, algérienne donc, vous avez eu une longue expérience dans ce pays. Pourriez-vous très brièvement dire aux auditeurs de Radio Haïti
ce qu'on peut penser des changements survenus depuis la mort du président Houari Boumedienne et son remplacement par le président Chadli. Eh bien, vous savez, ces changements ont été absolument imprévus et brutaux, puisque le président Boumedienne est mort d'une maladie qu'il a emportée très rapidement, en l'espace d'un mois. Donc, la situation qui s'est présentée par la suite, était une situation transitoire qui a duré à peu près un mois et demi, a finalement débouché sur la désignation par le parti du colonel Chadli comme président de la République. Ce n'est pas très facile d'évaluer quel sera le futur de l'Algérie, en tout cas le futur immédiat. Ce n'est pas un bouleversement fondamental. Ce que la majorité des Algériens attendent, espèrent de ce nouveau régime, c'est une démocratisation, disons, sur le plan politique, sur le plan de l'expression, sur le plan de la circulation des personnes. D'ailleurs, un certain nombre de mesures ont déjà été prises dans ce sens, puisque depuis le 20 avril dernier, les Algériens peuvent sortir librement de leur pays sans avoir la nécessité de demander une autorisation de sortie. Également, un certain secteur, je pense, de l'opinion et de l'économie du pays attendent une libéralisation sur le plan économique. Bref, les gens attendent beaucoup de choses. Les gens attendent beaucoup de choses de ce nouveau gouvernement, mais a-t-il défini publiquement ces nouvelles options et peut-on, à travers cette définition officielle, décoder un petit peu ce qui se passe Non, pas encore. En fait, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de changement fondamental. Il reste dans la même ligne que le gouvernement du président Boumedienne, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des options internationales. Le président Chadli lui-même, si mes renseignements, hélas, évasifs sont bons, il commandait une région militaire. Oui, c'était un commandant, c'était le commandant de la région de l'Ouest. Mais ce qui est important avec le président Chadli, c'est que, de la même façon que le président Boumedienne, c'est quelqu'un qui a participé à la lutte de libération nationale, n'est-ce pas? C'est un ancien maquisard, un ancien combattant. Enfin, un ancien combattant, ça peut être une nuance un peu péjorative. Disons un ancien révolutionnaire. Ah oui, d'accord, un ancien combattant, oui, dans le sens français du mot. 14-18, les décorations et puis les drapeaux du 14 juillet. Et c'est pas ça, disons, c'est un ancien maquisard, un révolutionnaire, quelqu'un qui a été l'un des chefs historiques de la Révolution, enfin, si on peut dire. Voilà donc situé très brièvement le profil de ce pays où Josy Fanon a travaillé comme journaliste pendant de longues années. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Mais je sais que c'est très délicat de parler à l'épouse d'un grand homme de ce grand homme, mais il faut-il bien qu'on en parle. Frantz Fanon. Bien, c'est vrai que c'est délicat, je vous remercie de cette délicatesse, d'autant plus que mon tempérament personnel ne me porte pas à faire étalage de ma qualité de veuve de Frantz Fanon. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur Fanon, c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimeriez? Eh bien, d'abord, moi, non, parce qu'il faudrait que je m'efface derrière mes auditeurs. Et mes auditeurs ont peut-être faim de savoir des lèvres privilégiées de celle qui a été sa compagne. À propos, vous avez été sa compagne pendant combien d'années? Comment ça s'est passé? Comment est-on la compagne de Frantz Fanon? Je l'ai connu, nous étions très jeunes. Je l'ai connu, j'avais moi-même 18 ans, il en avait 23. Nous nous sommes mariés 4 ans plus tard. Nous nous sommes mariés en 52. Et il est mort en 61. Juste un an avant le triomphe de la révolution algérienne. Moins d'un an avant, ouais. Puisque le cessez-le-feu entre l'Algérie et la France a été conclu le 19 mars 62. L'indépendance a été proclamée le 5 juillet et il est mort le 6 décembre 61. On peut dire 6 mois avant. Première question un peu banale, mais à laquelle vous avez certainement dû répondre, peut-être aussi que Frantz Fanon a dû souvent y répondre. Comment un Martiniquais peut-il être en Algérie
le théoricien, disons, de la révolution du tiers-monde, ce que l'on perçoit bien à la lecture de ces livres. Effectivement, de prime abord, ça peut paraître une chose étrange, mais je pense qu'il y a une explication très simple. Frantz Fanon était un Martiniquais, comme vous venez de le dire, qui à l'époque était un pays colonisé par la France, qu'il est toujours d'ailleurs, bien qu'il ait changé de statut, soit maintenant un département français d'outre-mer. En tant que colonisé lui-même, il a pu s'identifier à la lutte de libération d'un autre peuple, également colonisé aussi par la France, qui était l'Algérie à cette époque-là, et qui se trouvait avoir le même statut de département français que la Martinique. Donc, je pense que... Il y avait similitude de situation. Il y avait similitude de situation sur le plan de la domination étrangère, et rien de plus simple pour un colonisé que de s'identifier à un autre colonisé, surtout si c'est le même colonisateur. Je pense que c'est au contraire une attitude qui devrait être la règle générale et qui devrait servir de base à une solidarité internationale, non seulement des colonisés, mais de tous les peuples qui sont encore exploités. Donc, il se trouvait en France où il avait fait des études de médecine, il était spécialisé en psychiatrie et il a demandé à être affecté en Algérie. Auparavant, son désir était d'avoir un poste dans son pays, en Martinique. Il n'y avait pas de poste vacant. Il a essayé d'aller dans un pays africain. C'était le Sénégal à cette époque qu'il avait choisi. Il avait même essayé d'entrer en contact avec Senghor, mais le contact n'avait pas pu être établi correctement. Et finalement, sur la liste des postes qu'il souhaitait occuper, et il avait noté celui de l'hôpital psychiatrique de Blida, qui était le plus grand hôpital, c'est l'hôpital départemental d'Algérie. Jusqu'à présent, c'est le plus grand hôpital. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés en Algérie en décembre 1953. À ce moment-là, la révolution était déjà en marche. La lutte armée a commencé exactement un an plus tard, moins d'un an plus tard, 11 mois plus tard, le 1er novembre 1954. Il y avait déjà des partis nationalistes en Algérie. La lutte armée n'a pas été déclenchée comme ça, évidemment. L'histoire des partis nationalistes est très ancienne, elle a commencé au début du siècle. Nous avions déjà un certain nombre de contacts avec les nationalistes algériens. Mais je pense aussi que son travail de psychiatre dans un hôpital psychiatrique en Algérie, colonie française, lui a permis de mieux comprendre aussi la situation interne à ce moment-là, de mieux percevoir tout ce qui était en ébullition, tout ce qui se préparait. Non seulement par le contact avec les malades, mais par le contact avec les infirmiers, non pas les médecins, puisque la majorité des médecins étaient français à cette époque. On perçoit très bien d'ailleurs dans ce supplément aux damnés de la Terre où il donne des témoignages, l'étude que Frantz Fanon a faite de la psyché du colonisé à travers les refoulements, les pressions, la contrainte et, disons le mot, la violence qui est exercée sur l'intelligence, sur la sensibilité, sur l'émotivité de l'homme placé dans une situation de domination. On perçoit cela très bien, et je crois que... La psyché du colonisé et du colonisateur. Et du colonisateur. Vous vous souvenez que dans ce supplément qu'elle lui fait allusion, c'est dans l'enceinte de la Révolution algérienne, où il y a... excusez-moi, vous avez raison, c'est dans les damnés de la Terre, qui sont des cas cliniques, n'est-ce pas? Ce sont des observations qu'il a faites lui-même. Et il y a une observation qui est extrêmement frappante sur le cas d'un policier, d'un commissaire de police, que moi-même j'ai connu comme malade de mon mari, français, qui torturait des Algériens et qui lui-même est devenu fou sous l'influence de la pratique de son métier, et qui le soir rentré chez lui, attachait sa femme sur une chaise et commençait à la torturer. C'est quand il en est arrivé là qu'il est venu voir mon mari et qu'il a demandé à se faire soigner. Extrêmement important, la relation dialectique entre le bourreau et la victime. Et le bourreau et la torture, c'est-à-dire le bourreau et l'exercice de la torture. Et les détériorations internes que provoque l'usage de la torture
sur le bourreau lui-même. Le bourreau lui-même. C'est extrêmement sur la important. personnalité du bourreau. Extrêmement C'est-à-dire que important. personne ne sort indemne de l'usage de la torture. Personne. Au contraire, celui qui s'en sort le mieux, c'est certainement celui qui est torturé, parce qu'il garde son intégrité. Peut-être pas son intégrité physique. Il peut mourir sous la torture. Mais, même s'il parle sous la torture, on ne peut reprocher à personne d'avoir parlé sous la torture. Il faut savoir ce que c'est que la torture pour se permettre de reprocher à quelqu'un de parler sous la torture. Mais il garde tout de même son intégrité mentale, tandis que le bourreau ne la garde pas. Le bourreau, le tortionnaire, surtout dans le cadre d'un État, d'un régime comme le régime colonial, qui en fait une règle, le tortionnaire qui applique la torture prétend réduire la victime à l'état de bête, de sous-homme. Ça s'appelle chez nous un zombie. À l'état de zombie, oui. Mais c'est lui-même qui le réduit à l'état de sous-homme. Remarquez que ceci et ces considérations de Fanon rejoignent les analyses qui ont été faites, hélas, trop parcimonieusement de la psyché et de la personnalité des tortionnaires nazis, fascistes. Hélas, trop parcimonieusement, parce qu'il n'y a pas eu un travail comme celui de Fanon, justement, qui aura permis de savoir ce qui s'était passé effectivement chez les SS. Oui, dans l'esprit des SS. Je pense que tous les tortionnaires de tous les pays du monde se ressemblent. Oui, absolument. Alors, il y a donc là une première démarche pratique d'un colonisé martiniquais qui, dans un pays colonisé comme l'Algérie, trouve le chemin directement du contact avec la résistance. Et dans sa pratique quotidienne de son métier de psychiatre, alors là, il y a un autre chemin, celui de découvrir sur la psyché de l'homme l'effet de la colonisation. C'est bien ce que je comprends, Josie Fanon. Oui, c'est ça aussi. Vous avez raison de parler de pratique. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de Fanon, c'est que ça n'était pas uniquement un théoricien, ce n'était pas quelqu'un qui est resté assis dans sa chambre, derrière son bureau, écrivant ce qu'il pensait de telle ou telle révolution. C'est quelqu'un qui a participé d'une façon pratique dans la vie quotidienne, qui s'est engagé, qui a même risqué à la limite sa peau, dans une action politique concrète, qui, dans le cas particulier, était une lutte armée de libération nationale. Ça n'était pas un homme, uniquement un homme de pensée. On parle souvent de Fanon comme le théoricien de la révolution algérienne. Non, c'était quelqu'un qui avait une activité pratique. Bon, il n'est pas monté au maquis, il n'a pas pris les armes. Et il aurait pu les prendre éventuellement. Mais il a travaillé au niveau politique, il a participé, il a été le représentant du gouvernement provisoire de la révolution algérienne au Ghana pendant toute l'année 60. Il faisait donc partie du ministère des Affaires étrangères du gouvernement provisoire. C'était une sorte d'ambassadeur. Il a participé à différents aspects sur le plan politique, au niveau de l'information, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant tout ce temps-là, il n'a jamais perdu de vue son objectif, disons, professionnel, scientifique, médical. Il a toujours continué à exercer son métier de psychiatre. Ce n'était pas un médecin de clientèle, il n'a jamais fait de médecine privée. Il a toujours travaillé dans des hôpitaux, en Algérie, bon d'abord en France, ensuite en Algérie jusqu'en 1957, où nous avons été expulsés par les autorités françaises. Et ensuite en Tunisie, tout en participant très activement à la lutte, dans le cadre du Front de libération nationale et du gouvernement provisoire, il avait un poste dans un hôpital d'État tunisien. Et l'aspect scientifique de la vie et de l'œuvre aussi de Fanon, parce qu'il a écrit un certain nombre d'articles scientifiques qui ont paru dans des revues de psychiatrie, n'est pas très connu, mais c'est très important. Je me souviens très bien, pour parler un peu de façon anecdotique, c'est pas mauvais de le faire parfois, ça situe mieux les problèmes, qu'il me disait, moi, après l'indépendance, quand nous rentrerons en Algérie, je continuerai à faire de la psychiatrie. Je ne serai pas un homme politique. Parce que ce qui montre à quel point la psychiatrie lui tenait à cœur. Et pas n'importe quelle psychiatrie, une psychiatrie révolutionnaire. À cette époque, maintenant c'est plus ou moins passé, en tout cas dans les pays occidentaux,
dans la pratique courante, bien que la psychiatrie soit encore très très arriérée à mon avis, mais à cette époque-là, il a vraiment introduit des méthodes révolutionnaires dans la pratique psychiatrique. Et il a commencé à faire ça justement à l'hôpital de Blida. Tout ce qui maintenant est devenu le commun, l'ergothérapie, ce genre de choses, enfin, la sociothérapie, ce qu'on appelle les consultations, les services de jour, hôpital de jour, c'est-à-dire que les malades mentaux, les fous, ne vont plus à l'hôpital pour être internés, mais sont soignés, ce qu'on appelle en cure libre aussi. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont une consultation, le médecin les soigne, donne quelques traitements. Bon, cette façon aussi de soigner non seulement le malade, mais son environnement, sa famille, le couple, les enfants, le milieu professionnel. Bon, tout ça, il l'avait pratiqué à cette époque-là. Mais il l'avait pratiqué parce qu'il avait fait son choix comme homme de science, comme médecin. Son choix, c'est l'esprit humain. Mais aussi, il avait un autre choix, un choix militant, la révolution algérienne et au-delà, la révolution dans le tiers-monde. Mais Fanon était martiniquais, c'est-à-dire très proche de nous en définitive. Mais auparavant, Josy Fanon, il y a une question qui certainement est sur les lèvres de certains de mes auditeurs. Fanon était un martiniquais, donc un Africain noir, et placé en Algérie-Tunisie, y a-t-il eu des problèmes? C'est-à-dire des problèmes de couleur, des problèmes ethniques. Avez-vous perçu des problèmes entre lui et ses camarades algériens ou ses camarades tunisiens? Non, pas vraiment. Ce qui ne veut pas dire que ces problèmes n'existent pas. Bon, je pense que lui, parce que nous étions aussi, il faut voir, dans une situation exceptionnelle. Dans une situation révolutionnaire, ce genre de problème, entre noirs ou pas noirs dans un même pays, ça disparaît. Hein. De la même façon que aussi les problèmes de classe, évidemment, pas les classes qui collaborent avec l'oppresseur, mais il y a une sorte de front national. Les problèmes tribaux disparaissent, les problèmes de régionaux. Bon, j'appelle tribaux problèmes régionaux, c'est un peu la même chose finalement. Les problèmes de langue, les problèmes régionaux peuvent recouper aussi des problèmes de langue. En Algérie, il y a des régions où on ne parle pas l'arabe, on parle le kabyle. Vous avez certainement entendu parler du problème berbère. Dans une période révolutionnaire, surtout d'action révolutionnaire, tous ces problèmes, c'est pas qu'ils sont occultés, pas du tout. Hein. Il y a une sorte de fusion qui fait que ils sont résolus. Mais attention, on peut très bien revenir. Ils sont résolus par l'action, mais on peut très bien revenir en arrière. Hein. Ça se passe, ça arrive. On voit ça dans beaucoup de cas. Oui. Et parfois plus violemment, ils ressurgissent d'une façon plus violente qu'auparavant. Sur la question raciale, dans des pays comme l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, où il y a effectivement des populations, on va dire des populations blanches, parce que ce sont des gens qui sont ni blancs ni noirs, hein, il y a effectivement certains problèmes qui existent, il faut être honnête, jusqu'à nos jours. Je pense qu'un pays, on dit multiracial, c'est ça, oui, un pays multiracial doit toujours être très conscient de ses problèmes et ne pas du tout les occulter, les cacher. Hein. Il faut en parler, il faut les exposer ouvertement. Pourquoi ces problèmes existent? Quelles sont les raisons historiques? Quelles sont les raisons économiques? S'il y a des Noirs qui sont méprisés par le reste de la population, qui est moins noire qu'eux ou qui est tout à fait blanche, pourquoi? Et en exposant tout ça, en faisant prendre conscience aux gens des motivations historiques et économiques, on arrivera à résoudre ces problèmes, sinon on ne s'en sortira jamais. C'est évident. Mais je veux dire, au niveau de la pratique quotidienne de la vie de Frantz Fanon, ce problème de son insertion dans la société, disons la société en transformation qu'était l'Algérie, ce problème ne se posait pas. Non, il ne se posait pas. Bon, pour les raisons que je viens de vous exposer, mais aussi parce que Fanon était un médecin. Si Fanon avait été un balayeur des rues, peut-être qu'il se serait posé. Voilà qui situe ainsi le problème dont nous cherchons à trouver la trace dans la vie de Frantz Fanon. Mais dans la vie de tous les jours, Josy Fanon, comment est-on l'épouse de Frantz Fanon? Vous savez, d'une façon très simple. D'abord, on ne sait pas qu'on est l'épouse de Frantz Fanon, parce qu'à ce moment-là, Frantz Fanon n'avait pas la réputation internationale qu'il a maintenant. Et même s'il l'avait,
dans une certaine mesure, après la publication des premiers ouvrages, il avait déjà cette réputation. Bon, pour moi, c'était simplement un homme que j'aimais, c'était mon mari, le père de mon enfant. Vous avez eu un enfant de lui? Oui, j'ai eu un seul enfant, qui est un garçon, et qui va bientôt avoir 24 ans. Et qui s'appelle? Olivier. Et c'est délicat, mais vous savez, c'est la première fois que vous évoquez les souvenirs de votre mari. C'est pas la première fois, mais c'est vraiment une des rares fois. Vous n'êtes pas tenté, étant journaliste, c'est-à-dire écrivain, de raconter au public ce qu'a été Frantz Fanon, intime, personnel, votre vie avec lui? Non, pas du tout. J'ai plutôt une certaine... pas répulsion, c'est un mot un peu trop Pudeur. fort. Je ne sais pas si c'est de la pudeur, mais je n'aimerais pas le faire. Je pense que quand un homme a eu cette importance, parce qu'il ne faut pas se cacher l'importance de Fanon... Ah, qui le dites-vous? Ça ne sert pas à grand-chose de raconter des souvenirs sur sa vie privée. Il faut plutôt essayer de travailler dans la direction qu'il a tracée et de continuer son œuvre plutôt que de parler de lui. Je ne sais pas si c'est une position correcte. Moi, je la ressens comme ça. Peut-être j'ai pas de goût non plus beaucoup pour les biographies. Je n'aime pas lire les biographies. Bon, il y a des biographies intelligentes, des biographies qui apportent quelque chose, qui permettent de mieux comprendre la pensée d'un écrivain ou l'action d'un homme politique. Mais il y a aussi des biographies qui n'apportent rien du tout, à mon avis. Savoir comment tel ou tel Lénine mangeait les spaghettis, moi, ça m'est complètement égal. Hein. Oui, d'accord, ça nous est égal aussi, évidemment, et c'est pas ce que je demandais. Enfin, je ne sais pas s'il y avait des spaghettis. En Russie, En Russie. non. Mais Frantz Fanon mangeait des spaghettis. Non, mais ce que je demandais, c'était que il n'y a pas encore de texte biographique Non. sur Frantz Fanon. Il n'y a pas encore de texte de liaison permettant d'appréhender, disons, dans une certaine totalité, ce qu'a été la vie et l'action de Frantz Fanon. Je crois que cela serait important. Si, c'est important. Il y a eu quelques ouvrages qui ont paru sur Fanon, surtout aux États-Unis, mais qui malheureusement ont été faits par des blancs, ont été écrits par des intellectuels blancs, et notamment un livre dont vous avez peut-être eu connaissance ici, qui s'appelle Fanon, qui est fait par une dame plus ou moins historienne ou sociologue, je ne sais pas exactement, qui s'appelle Madame Irène Genzier, qui est plein d'inexactitudes, pas seulement sur le plan des faits, des événements, mais aussi de l'interprétation. Bon, l'interprétation, c'est son affaire, mais il y a beaucoup d'inexactitudes biographiques. Je me sens un peu coupable que ce genre de livre ait paru, sans que j'en ai été informée d'une part, et bon, peut-être que ça serait de mon devoir d'écrire quelque chose de sérieux, une biographie sérieuse sur Fanon. Bien, Frantz Fanon, théoricien. C'est un grand mot, mais il faut bien employer le grand mot pour les grands hommes. Théoricien de la révolution algérienne que nous avons, dans le tiers-monde, un peu accaparé. Dans la mesure où Fanon représente pour nous, avons-nous raison ou tort, une sorte d'étape supérieure de la prise de conscience des hommes du tiers-monde, virgule, d'origine africaine, virgule, la négritude, virgule, Senghor, Damas et Césaire. Fanon représente donc une étape ultérieure, c'est-à-dire une sorte de surgissement d'autre chose à l'intérieur de la négritude pour la faire éclater et la faire aller plus loin. Est-ce que cette interprétation, selon vous, est correcte et est-ce qu'elle répond aux pulsions politiques de Frantz Fanon? Tout à fait correct. Bon, on peut trouver de nombreux passages dans l'œuvre de Frantz Fanon qui traitent de la question de la négritude. On peut dire qu'il considérait la négritude comme une étape. Enfin, cette histoire de négritude a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde accapare ça de son côté pour plus ou moins son usage personnel. Vous avez parlé de M. Senghor, par exemple, président du Sénégal.
Fanon était tout à fait opposé à la conception de la négritude selon Senghor. D'ailleurs, on voit maintenant les résultats de la politique de la négritude de M. Senghor. On peut relire les damnés de la terre et voir comment déjà il y a une critique de ce qu'est actuellement le Sénégal ou un certain nombre de pays africains dans les damnés de la terre. Pas sur le plan de la question de la négritude, sur le plan de la politique, mais vous savez, tout est lié. La négritude est aussi une question politique. Absolument. Et ne serait-ce que le titre fameux de ce pamphlet, qui n'a pas, le mot n'a d'ailleurs aucun sens péjoratif, Peau noire et masque blanc, j'estime qu'il y a là une sorte de réponse et son analyse des nouvelles bourgeoisies du tiers-monde, qui reste encore une analyse actuelle. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas brouiller les cartes. Bon, moi, on pourra me dire, vous n'êtes pas noire, madame, donc pourquoi parlez-vous de la négritude? Bon, je pense que tout le monde peut parler de tout, d'abord. Hein. Mais il faut faire très attention, parce que, je dirais d'une façon très simple, hein, peut-être simpliste, hein, c'est pas parce qu'on est noir, hein, de la même façon, c'est pas parce qu'on est blanc, hein, le racisme, parlons du racisme, c'est pas parce qu'on est blanc qu'on est le plus beau et le plus intelligent, mais c'est pas non plus parce qu'on est noir qu'on est le plus révolutionnaire ou qu'on a la vérité. Ou que l'on est un élément de la solidarité d'un peuple noir. Oui, ça. Disons qu'on y est porté plus naturellement. De la même façon qu'un paysan, hein, quelle que soit la couleur de sa peau, hein, ou un ouvrier exploité, est porté d'une façon beaucoup plus naturelle à se solidariser avec les luttes des paysans dans le monde entier. De même façon, c'est peut-être une chance d'être noir dans le monde où nous vivons. Hein. D'une façon affective, on est porté plus naturellement à soutenir la lutte des peuples noirs. Josie Fanon, je vais vous raconter... C'est pas très théorique ce que je dis là, mais je le sens... Vous m'avez parlé d'une anecdote. Et à propos de ce sentiment de négritude diversement partagé par les hommes et les femmes d'origine africaine, je vais vous raconter une anecdote. Il s'agit d'une femme du peuple, une haïtienne, une marchande, vous savez, petite marchande, petite pacotilleuse, qui se trouvait à l'aéroport international, à mes côtés, le jour de l'arrivée du président Senghor en Haïti. Vous savez qu'il a visité notre pays il y a quelques années. Et il y avait un grand déploiement de personnalités officielles, tapis rouge, estrade, forces militaires, salut présidentiel, orchestre et flonflon. Et il y avait dans la foule, à mes côtés, une femme, une maman, une vieille maman. Elle voit se poser l'appareil présidentiel sénégalais. Notre président s'avance vers le président Senghor et elle voit descendre de l'échelle le président Senghor. Et elle a cette réflexion bouleversante en voyant descendre ce petit homme noir vers nous, dit mais il est noir, oui, Sénégal, c'est vrai, mais c'est peut-être l'un de ceux qui nous ont vendus. Oui. Vous voyez, il y a dans la mémoire collective de notre peuple le sentiment de la différence. C'est très intéressant. Moi, je vais vous répondre par une autre anecdote. À l'île de la Réunion, qui, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, est encore département français d'outre-mer, je connais l'île de la Réunion, je suis allée y faire des reportages. C'est une population extrêmement métissée. On appelle blancs les bourgeois, même s'ils sont noirs. Intéressant. Ouais. L'un de nos chefs révolutionnaires, paysans, l'un de nos chefs marrons, Louis-Jean-Jacques Acao, il disait bien, en créole, je traduirai pour vous, mulâtre pauvre, c'est nègre, nègre riche, c'est mulâtre. C'est pas la peine de vous traduire. Bien. Revenons à Frantz Fanon, qui a lui aussi contribué, lui aussi, l'un des premiers, l'un des plus grands, l'un des plus intelligents, contribuer à démystifier, dans le sens le plus littéral du mot, et le plus correct, la négritude en tant que théorie générale, générale à une certaine époque, de prise de conscience des peuples d'origine africaine.
Mais quelle était dans la vie de Fanon l'importance de son origine martiniquaise? Oh, c'était très important. Parce qu'il n'a jamais rien écrit sur la Martinique. Bon, il a fait allusion à la Martinique, à la Caraïbe, aux Antilles françaises, mais parce qu'il n'a jamais rien écrit de particulier, ni ouvrage, des articles, oui. Il y a certains Martiniquais qui, jusqu'à présent, reprochent à Fanon de ne pas avoir milité pour l'indépendance de son pays. Bon, il faut voir quelles étaient les conditions historiques, hein, quelles sont encore les conditions politiques. Même en cette année 1979, où pratiquement tous les pays du monde, à part l'Afrique australe, sont indépendants. Donc il faut tenir compte. Quand on parle de quelqu'un, de son action, il faut tenir compte aussi de la période historique dans laquelle il a vécu. Il était très attaché à son pays. Comment ne peut-on pas être attaché à son pays? Moi, je suis corse, disons, je suis attaché à la Corse. J'aime mon pays, j'ai de la famille là-bas, j'ai une petite maison. Bon. Donc, il n'a jamais perdu de vue son pays. La preuve, c'est qu'il voulait aller y exercer la psychiatrie. Mais je vais vous dire une chose beaucoup plus intéressante que la position de Fanon vis-à-vis de son propre pays. Ça serait aberrant de penser que Fanon ait pu oublier la Martinique ou la Caraïbe. Il s'est toujours senti profondément antillais. C'est qu'actuellement, dans les Antilles dites françaises, il y a un certain nombre de groupes, d'organisations révolutionnaires qui luttent pour l'indépendance, avec les moyens du bord qui sont très difficiles. Et tous ces gens-là se réclament de Fanon. Ce sont des gens jeunes qui ne l'ont pas connu, mais qui se réclament de Fanon. Et parmi les dirigeants de ces mouvements, il y a un tout petit nombre d'Antillais, Guadeloupéens ou Martiniquais, qui, pendant la guerre d'Algérie, ont déserté l'armée française pour rejoindre l'armée de libération nationale algérienne. Pas du tout en liaison avec Fanon, ils ne le connaissaient pas, il n'avait encore rien publié à cette époque. Sinon, Peau Noir, Masque Blanc, du moins il n'avait pas publié Les Damnés de la Terre, Peau Noir, Masque Blanc et l'enseigne de la Révolution algérienne. C'était pas un mouvement qui était impulsé par Fanon. On le connaissait, on savait qu'il était là-bas, qu'il combattait, qu'il militait, mais c'est des gens qui eux-mêmes ont ressenti cette même nécessité qu'avait ressenti Fanon plusieurs années auparavant, de s'identifier à la cause et d'aller se battre aux côtés du peuple algérien. Ah bon, pour El Moudjahid, ça veut dire quoi? Le combattant. Le combattant, bien. Fanon martiniquais, c'est indiscutable, mais Fanon qui n'a pas été en Martinique, est-ce que pour lui c'était un creux dans sa vie? Oui, je pense. Mais je pense que c'était... il n'avait pas le temps de ressentir ce manque. Parce qu'il a vécu... c'est un homme qui a vécu toujours d'une façon très intense. Et en plus, dans cette période-là, où il est vraiment devenu quelqu'un qui a pu théoriser et concrétiser aussi toutes ses aspirations, il n'avait pas le temps d'être nostalgique, n'est-ce pas? Pourtant, en le lisant, derrière la lucidité, je dirais presque froide, non, parce qu'il n'était pas froid, la lucidité tranchante de ses analyses, entre les lignes, ou est-ce ma propre émotivité qui me dicte cette impression, entre les lignes on sentait une immense tendresse, un immense amour, quelque chose qui se retenait, comme le clinicien qui devant son malade ne peut pas avoir un geste d'affection, mais quand même on sent cette tendresse. Oui, c'est vrai, et cette passion. On peut dire que c'était quelqu'un de passionné, animé par une grande passion, mais une passion canalisée. Scientificisée, si j'ose dire. J'aime pas beaucoup le mot. Parce que c'était un scientifique. Non, mais je veux dire que cette lucidité cache toujours quelque chose, recouvre toujours quelque chose. Est-ce pudeur? Non, c'est nécessité d'action. On ne peut pas agir si l'on n'est pas passionné, ou alors on agit dans des voies qui ne sont pas intéressantes pour nous, pour le sujet de notre conversation. Il y a des gens qui sont très froids et qui agissent, mais de façon désastreuse. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas se lancer dans une grande action, une action révolutionnaire. Pour moi, c'est impossible. Un révolutionnaire doit d'abord être passionné. Il doit être aussi romantique. Un révolutionnaire n'est pas quelqu'un de froid. Mais pour que son action débouche sur quelque chose d'utile, il faut qu'elle soit organisée d'une façon rigoureuse.
disons, le plus rigoureuse possible. Les révolutionnaires ne sont jamais très rigoureux. Frantz Fanon a-t-il laissé des manuscrits non encore publiés, Non, Josie non, Fanon? non, pas du tout. Vous imaginez bien que depuis tout ce temps-là, si j'avais gardé des manuscrits non publiés, ce serait vraiment un crime. Il y avait un seul texte qui était inédit et que nous avons publié en 64 dans le dernier ouvrage, donc après la mort de mon mari, qui est apparu, c'est un recueil de discours, articles, qui est apparu sous le titre de Pour la Révolution africaine. Hein? Et c'était un texte qu'il avait rédigé pendant qu'il était au Mali, envoyé par le GPRA, parce qu'à ce moment-là, on projetait l'ouverture d'un front au sud du Sahara. Un front militaire, évidemment. Et il était allé là-bas avec d'autres Algériens d'ailleurs, pour discuter avec le gouvernement de Modibo Keïta, notamment des possibilités d'ouvrir et d'avoir des bases opérationnelles. Des bases opérationnelles dans le Sahara. C'est le seul texte que j'ai publié. Je vous pose la question parce que les ouvrages de Fanon sont des ouvrages théoriques, certes, mais des ouvrages de combat, c'est-à-dire le combat en train de se faire. La situation idéologique du combattant et comment sont les perspectives. Mais justement, ces perspectives ne dépassent pas, si j'ose dire, le seuil de la victoire. Et je me suis toujours demandé comment Fanon aurait-il réagi devant cette lente érosion de la révolution africaine et sa récupération par, disons, les bourgeoisies nationales ou par la néocolonisation. Vous venez de parler de bourgeoisie nationale et vous me permettrez de ne pas être tout à fait d'accord avec vous parce que dans les damnés de la terre, il y a justement l'analyse de la création de ces bourgeoisies nationales après l'indépendance, qui ne partait pas de l'exemple de l'Algérie, qui partait de ces observations qu'il avait pu avoir en Afrique occidentale, et qui n'ont fait que se développer. Cette analyse n'a fait qu'être non seulement confirmée, mais encore aller au-delà de ce qu'il avait pu voir ou pressentir. Maintenant, je voudrais dire autre chose, c'est que quelqu'un me disait récemment, un ami, mais on recommence à parler de Fanon. Il semble que pendant longtemps, il y a eu une sorte d'oubli de Fanon. Et puis maintenant, et c'est vrai, par exemple, l'année dernière, l'ONU, le comité spécial contre l'apartheid de l'ONU, a organisé une session, une réunion spéciale commémorative sur Fanon. Bon, l'ONU, c'est quand même un organisme international. C'est une sorte de consécration. Je ne considère pas ça comme une consécration, mais enfin, on peut le considérer formellement comme une consécration. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que pendant un certain temps, justement à cause de ce que vous venez de parler, du développement des indépendances, notamment africaines, les pouvoirs établis ont mis sous le boisseau, non pas interdit les œuvres de Fanon, c'est bien évident, mais ils ont mis un peu sous le boisseau l'œuvre de Fanon. Mais pendant tout ce temps-là, son œuvre cheminait dans les mouvements de libération. Vous savez que c'est une chose extraordinaire de savoir que tous les mouvements de libération du monde, et moi je connais bien le problème, c'est pas parce que je suis la femme de Fanon, mais parce que par mon travail, je suis en contact avec ces problèmes. Depuis les Black Panthers, les Noirs américains, en passant par les Palestiniens, ne parlons pas des mouvements de libération africains, mais les Iraniens, bon, la révolution iranienne qu'on voit, parce qu'elle est encore en train de se développer sous nos yeux. Moi, j'ai des amis iraniens qui étaient des résistants. Je suis allée récemment, je suis allée au début de l'année en Iran. Les révolutionnaires iraniens connaissaient les œuvres de Fanon sur le bout du doigt. Elles ont circulé clandestinement pendant toute la période de répression. Pour revenir à la négritude, les Iraniens ne sont pas noirs, ils se prennent même pour des Ariens, les malheureux. Si vous leur dites qu'ils sont arabes, déjà, ça les fait sursauter. Une petite offense. Et parler d'eux comme des peuples colorés serait la grosse offense. Oui, donc absolument. Mais je pense qu'il y a eu un cheminement en profondeur de l'œuvre de Fanon et de la pensée de Fanon. Ça n'a jamais été oublié par personne. Ça a été repris et appliqué, digéré par les différents mouvements révolutionnaires du monde, par les jeunes intellectuels des pays africains. Il y a d'ailleurs pas mal même dans des pays comme le Zaïre, je lisais dans les journaux qu'il y a
qu'on a fait une conférence hier sur le thème de l'authenticité africaine et qu'on a parlé de M. Mobutu. Pour moi, M. Mobutu n'est pas du tout représentatif de l'authenticité africaine, je peux le dire. Mais même au Zaïre, il y a des étudiants qui ont fait des thèses sur Fanon, il y a des journalistes qui ont fait des émissions à la radio sur Fanon, etc. Donc, ça montre non seulement la permanence de la pensée de Fanon et son dynamisme, qui n'est pas terminé. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait cristallisé à un moment précis de l'histoire un certain nombre de choses qui se trouvaient comme ça, de façon impondérable dans l'atmosphère historique. Et puis qu'après, on s'est aperçu que, mon Dieu, mais on sait tout ça c'est vrai, depuis si longtemps, et on n'avait jamais réussi à le formuler correctement. Ça prouve aussi autre chose quand je vous parle des Noirs américains, des Palestiniens, des Iraniens, des Sud-Africains, qui sont encore... Et des Caraïbes. Et des Caraïbiens, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça prouve l'internationalisme de la pensée de Fanon. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Nous le croyons aussi, et c'est pourquoi cet internationalisme, profondément enraciné dans un sentiment d'authenticité, d'appartenance à son peuple, et d'appartenance aussi, ce qui est extrêmement intéressant, à la révolution algérienne, tout cela fait de Fanon d'abord la mauvaise conscience des bourgeoisies nouvelles, Absolument. Qui l'ont mise sous le boisseau, et ensuite celui qui peut dynamiser la deuxième étape de la réelle ou de la nouvelle indépendance des peuples africains, la nouvelle indépendance des peuples du tiers-monde. Oui, je pense que c'est juste de dire cela. Et ça montre aussi que l'œuvre de Fanon n'est pas une œuvre achevée. Je n'aime pas qu'on parle des damnés de la terre, par exemple, comme le testament politique de Fanon. Dans son esprit, ce n'était pas un testament. Il n'a pas voulu coucher sur le papier ni ses dernières volontés, ni une somme théorique. C'était un début. Dans son esprit, c'était un début. Et les révolutionnaires du tiers-monde, particulièrement, puisqu'on parle évidemment du tiers-monde en ce moment, qui se sont imprégnés de la pensée de Fanon, doivent avoir cela dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça comme un Coran, ou une Bible, ou un Talmud, pourquoi pas, mais comme des lignes directrices, et essayer de voir plus loin. Josy Fanon, pour terminer, vous avez parlé justement du testament. Fanon a-t-il senti venir la mort? Bon, bien évidemment, parce que il est mort d'une maladie incurable, qui est la leucémie, et il a su qu'il était atteint de leucémie 1 an avant sa mort, et comme il était médecin, il savait que... Enfin, lui le savait, moi je ne le... Vous ne le saviez pas? Si, je le savais, mais je refusais de l'admettre, qu'il était condamné dans un délai plus ou moins long, mais... Quels étaient, si l'on ose dire, les rapports d'un homme pareil avec la mort, avec sa propre mort? Vous savez, je pense qu'il n'y pense... Enfin, c'est difficile de dire qu'on ne pense pas à sa mort, mais en fait, c'est dans cette période, on a découvert l'existence de la maladie en décembre 60. Il est mort en décembre 61. Et il a écrit Les damnés de la terre. Dans une période très très courte, il a écrit Les damnés de la terre en à peine 4 mois. 3 mois. Entre février, mars et avril. Et il n'avait pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'avait pas le temps de penser. Finalement, il n'avait peut-être pas le temps de penser à lui-même. Donc, il n'avait pas le temps de penser à sa mort. Il s'est battu contre la mort. Il ne voulait pas mourir. Oui, merci. Merci, Josy Fanon. Merci à vous.